Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, Pensez le présent et les Beaux-Arts de Paris ont le plaisir de s'associer à la programmation de Week-end à l'Est et la joie de recevoir Laure Martin et Vladimir Yavatchev qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Donc on commencera le talk simplement avec Laure Martin. Laure Martin et Vladimir Yavatchev, qui sont les co-responsables de l'ultime œuvre de Christo et Jeanne-Claude, l'Arc de Triomphe emballé. Donc, empaqueté ou emballé, voilà. Non, mais Christo, il tenait. Justement, c'est une question qui m'intéressait, c'est de savoir comment on pouvait différencier les choses. Alors, Laure Martin est historienne de l'art, elle est commissaire d'exposition et présidente du projet Arc de Triomphe. Vladimir Yavatchev, je vous le présenterai tout à l'heure quand il arrivera, mais comme son nom l'indique, il est le neveu de Christo. Depuis 1989 et ses 17 ans, il assiste le couple pour réaliser l'ensemble de leur projet et il était directeur du projet de l'Arc de Triomphe. Marguerite Capel, que je rejoindra tout à l'heure, qui est interprète et traductrice. Alors, je ne savais pas s'il était nécessaire de faire un petit rappel biographique, mais bon, Christo Yavatchev, et je me suis dit qu'il était important quand même de resituer les choses, puisqu'il y a des étudiants qui sont un peu moins au courant que d'autres publics. Donc, Christo Yavatchev, c'est un artiste bulgare qui est devenu citoyen américain. Il est né le 13 juin 1935 à Gabrovo, qui est une ville du centre de la Bulgarie, spécialisée dans l'industrie textile, si bien qu'on la nommait au début du XXe siècle la Manchester bulgare. Son père possédait d'ailleurs une usine de textile. En 1953, il a débuté une formation artistique aux Beaux-Arts de Sofia. En 1956, donc à 18 ans, il fuit le régime communiste en transitant par Vienne avant de s'installer à Paris en 1958, où il fréquente le groupe d'artistes que vous connaissez, des Nouveaux Réalistes. Pour vivre, il y peint et dessine les portraits de la bourgeoisie et c'est ainsi qu'il va rencontrer Jeanne-Claude Donat de Guibon, la fille d'une de ses commanditaires. Le hasard, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, fait que Jeanne-Claude est née le même jour que Christo. On dit qu'elle est née à la même heure. Jeanne-Claude se marie avec un polytechnicien, mais quitte son mari très rapidement après son mariage pour vivre avec Christo à Paris, avant de partir s'installer à New York avec l'artiste en 1964. Depuis, le couple a collaboré sur tous les projets jusqu'à la mort de Jeanne-Claude en 2009. Quant à Christo, il est décédé, vous le savez, en mai 2020. Bon, c'est un résumé très rapide, mais je crois que quand on voit l'ensemble des projets, quand on peut regarder les éléments, puisqu'il y a quand même pas mal de documentaires qui ont été faits sur leur travail, on s'aperçoit que ça pourrait faire l'objet d'un roman ou d'une série. Je suis sûr que les gens vont s'y atteler, parce que quand on voit Christo in Paris, le film qu'on a pu voir d'ailleurs au Centre Pompidou, sur lequel on reviendra, on voit à quel point tout cela était extrêmement romanesque. Alors, on va commencer la conversation évidemment avec Laure Martin, qui nous fait la gentillesse d'être là ce soir. Donc je l'ai dit, elle est présidente du projet. Elle a rencontré Christo lors d'un colloque à l'école polytechnique en 1981, où vous avez proposé à ce dernier d'être médiatrice bénévole sur le projet du Pont Neuf. Alors, ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment s'est passé. Alors là, c'est effectivement une rencontre, mais bon, c'est quelque chose qui m'intrigue. Comment s'est passée la rencontre et qu'est-ce qui vous a conduit à devenir responsable du bureau de presse sur la réalisation qui a débuté donc 4 ans plus tard, en 85 ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, tout d'abord. J'ai rencontré Christo en 1981 parce que j'avais décidé de faire ma maîtrise en histoire de l'art sur les projets parisiens de Christo. Et à l'époque, on ne parlait que de Christo. Christo seul signait les projets. Le premier grand projet qui a été co-signé, c'est le Reichstag en 1995. Et donc, je suis allée à cette conférence, j'y ai assisté, et à l'issue de la conférence, j'ai rencontré Christo et je lui ai proposé de travailler pour le projet du Pont Neuf, dont je savais qu'il était en train auquel je savais qu'il était en train de travailler à nouveau avec Jeanne-Claude en vue d'obtenir les autorisations. Et ça a été le début d'une aventure commune et surtout d'une très grande amitié. Donc j'ai travaillé entre 80 et 82 en contribuant à la campagne de lobbying
pour le projet du Pont Neuf, de sensibilisation du public. Et dans la phase finale du projet, j'ai été responsable du bureau de presse. Mais j'aimerais m'interrompre parce que Vladimir arrive. Ah. Le voili. Yeah. Oui. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Vladimir. Bonsoir. I'm sorry. Bonsoir. You need my translator? Thank you. I understand. I'll ask when I need. Okay. Thank you, Vladimir. Pleasure. Donc je reprends le fil du sujet. Donc j'ai travaillé dans cette première période 80-82 à une campagne de sensibilisation en vue d'obtenir les autorisations pour le projet du Pont Neuf. Et dans la phase finale, j'ai été responsable du bureau de presse à la demande de Christo et de Jeanne-Claude. Et ensuite, l'aventure a repris en 2015 quand Christo m'a demandé de retravailler à nouveau pour lui. Et là, à cette époque, il n'était pas encore question de Christo et Jeanne-Claude. Moi, quand je me suis intéressé à Christo, jamais le prénom de Jeanne-Claude n'apparaissait. Est-ce qu'elle était déjà, à votre connaissance, très impliquée dans les projets? Totalement impliquée. Jeanne-Claude faisait partie des projets, mais elle restait, je dirais, discrète, en réserve. C'était Christo qui signait les projets. Cela dit, au moment où nous avons réalisé le projet du Pont Neuf, il y avait un papier en tête, et sur ce papier en tête, c'était Jeanne-Claude Christo et Christo. Et donc, je me tourne vers Vladimir. Donc, Vladimir, Vladimir Yavachev, donc j'ai fait votre petite bio tout à l'heure. J'ai dit que vous étiez arrivé très tôt à New York. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de tout quitter pour aller vous installer à New York et travailler avec votre oncle? Et c'était prévu ou No, it was very circumstantial. I don't know if anybody needs translation, so I can wait and be slow. You can finish your idea. Okay. We can And follow. so it was very circumstantial. It was something that I was very lucky that when I turned 17 and finished high school, the wall fell down. So Eastern Europe was open. Before that, I never had an idea that I could even leave Bulgaria. It was during the communist times. And since this is a Sofia talk, some connection, this was growing up in Sofia in the 80s, we had no idea that it would ever end, the communism and the totalitarian regime. So I never really thought about it, that where I would go and what I would do before. But then in 1989, the wall fell down and the world for us changed. And just coincided with my school being over, and I just had to go to university. So I started studying in New York, and that's when I met Christo. I hadn't met him before. I had met Jean-Claude earlier in the 80s when she came to Bulgaria when Christo's mother died. And Christo couldn't travel to Bulgaria because he was afraid that they would not let him go again. So it was a very circumstantial thing that just happened. And then I went to film school, and after that started working on films, but I was also working on the projects, and working with Christo and Jean-Claude was much more interesting than anything else. So it was really not that much of a choice. Because it was very unique and exciting every time. Donc tout ça s'est fait un petit peu par hasard. En fait, il se trouve qu'à 17 ans, quand j'ai terminé le lycée, ça a été le moment de la chute du mur. Donc l'ouverture des pays de l'Est qu'on n'avait jamais imaginé auparavant, la possibilité de quitter la Bulgarie. En fait, jusque-là, puisque le thème de cette rencontre c'est Sofia, il faut dire qu'en grandissant en Bulgarie dans les années 80, avant la chute du mur, on n'avait aucune idée que ça pouvait terminer un jour, que le régime communiste, le régime totalitaire pouvait prendre fin. Et donc j'avais pas réfléchi avant la chute du mur à ce que je pourrais faire, où je pourrais aller. Et donc le mur est tombé en 1989, le monde a complètement changé. Et à ce moment-là, c'était le moment où je vais commencer l'université. Et je suis donc partie étudier à New York. C'est là où j'ai rencontré pour la première fois Christo. J'avais déjà rencontré Jeanne-Claude, qui était venue en Bulgarie à la mort de la mère de Christo. Lui, il avait trop peur de ne pas pouvoir repartir s'il venait, donc il n'avait pas pu venir. Et puis c'est le moment où j'ai commencé à faire des études de cinéma. J'ai commencé à travailler dans le cinéma et en même temps à travailler sur leurs projets. Et c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus excitant de travailler avec eux. Raison pour laquelle finalement, ce n'était pas vraiment un choix.
Et Vladimir, vous prépariez à faire du cinéma, vous avez commencé avec une caméra avec eux, à les filmer dans l'atelier. Comment ça s'est passé? Ou très tôt vous avez abandonné cette idée d'être une sorte de documentariste de leur travail? Oh, no, I never documented the work. It was not what I did. I liked physically working. They're documentary filmmakers. Christo and Jean-Claude used to work very much with Albert and David Mazos, the Mazos brothers, very good direct cinema, filmmakers, cinema verite. And then the last film was done by Andrei Paunov, who is also a very cinema verite documentary filmmaker, produced by my wife, who's also a film producer. But I never wanted to document it because I never wanted to look at it. I wanted to make it and participate in it. So it was for that reason. It was not even interesting for me to be part of the documentary. Non, en fait, j'ai jamais filmé, documenté le travail de Christo. Moi, je participais vraiment à la conception des œuvres et à leur fabrication. Ils ont eu comme documentaristes les frères Masons, Albert et David Masons, qui faisaient du cinéma vérité. Et puis le dernier film a été fait par Andrei Pavlov, c'est ça, qui était également dans la même veine de cinéma vérité. Le film est d'ailleurs produit par ma femme, qui est productrice de cinéma. Mais moi, j'ai jamais voulu en fait observer, documenter. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de mettre les mains dedans, de participer. Donc ça m'a jamais intéressé l'idée de les filmer moi. Et là, il y a une chose qui m'a intéressé avec les frères Maisol, c'est qu'ils avaient tourné le Gimme Shelter, le film sur les Stones. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du drame d'Altamont. Ils avaient fait des films sur Truman Capote. Enfin, vraiment, donc ils suivaient des stars de l'époque. Et qu'est-ce qui se passait alors? Est-ce que déjà Christo et Jeanne-Claude étaient des pop stars dans les années 80 pour que les frères Maisol les suivent comme ils avaient pu suivre la tournée des Stones? Dire qu'ils étaient des pop stars, non, mais ils étaient déjà internationalement connus. Leur premier grand projet, c'était en Australie, au Red Coast, en 69, mais les deux grands projets qui les ont fait connaître vraiment internationalement, ça a été Valley Curtain en 72 et Running Fence en 1976. Et les Maisol travaillaient avec Jeanne-Claude et Christo à cette occasion-là. Et Christo et Jeanne-Claude souhaitaient que, par exemple, le film pour Paris, ce soit eux qui le fassent. Et parce qu'ils avaient établi des relations de confiance, de grande amitié. Et on le sent d'ailleurs dans le film sur le projet du Pont-Neuf, on sent une grande proximité, en même temps un très grand respect pour ce couple. Oui, il suffisait d'aller à l'exposition du Centre Pompidou pour voir combien de temps les gens passaient devant ce film. On pouvait passer parfois très rapidement devant l'exposition parce qu'au-delà des œuvres, il y avait des aspects très techniques qui relevaient de la physique et qui donc pouvaient nous échapper. Mais le film était... il y avait toujours un public en abondance, on était tous assis là, parce qu'il n'y avait même plus de place, donc on était sur la moquette, on faisait comme on pouvait, mais ce film est absolument extraordinaire et je vous engage à le voir, il est disponible sur YouTube, comme d'ailleurs le Gimme Shelter est disponible sur YouTube. Et donc vous aviez l'impression, en allant chez votre oncle, d'aller voir des pop stars parce que il est quand même... I thought we were going to talk about art and not gossip here, but just kidding. But no, only in Germany. In Germany, Christo and Jean-Claude were like pop stars, but only in Germany. But not in 1985. No, in 1995, yes. Yes. But in France, after the Pont-Neuf, not. But during the Reichstag and after the Reichstag, Christo and Jean-Claude were like pop stars in Germany. It was like everywhere people would follow them, and we had to have bodyguards and the whole thing. But only in Germany. Donc je pensais qu'on allait parler d'art, hein, pas nécessairement de potins, mais en tout cas, s'ils ont eu un statut de pop star, c'était uniquement en Allemagne et pas en 85, plutôt en 95. Au moment du Reichstag, pendant le projet juste après, effectivement, ils étaient suivis partout, il fallait des gardes du corps, etc. En France, ça a été plutôt autour du projet du Pont-Neuf, mais ce statut de pop star, c'était vraiment qu'en Allemagne avec le projet Reichstag.
Oui, justement, si je vous parlais des frères Maisel, si j'insiste autant sur les frères Maisel, c'est parce qu'il me semble qu'ils étaient... j'ai trouvé pop star parce qu'effectivement c'est une appellation, et pour moi qui n'est pas du tout une appellation péjorative, hein, je pense que filmer les Stones sont aujourd'hui de véritables artistes. Mais ce que je veux dire, c'est que... alors c'était plutôt que les frères Maisel sont des visionnaires, qu'ils sont capables de percevoir l'énergie d'une époque. En tout cas, ils ont très bien perçu l'essence du travail de Christo et de Jeanne-Claude. Ça, je peux en parler pour Le Pont Neuf, parce que je trouve ce film extrêmement fidèle à ce qu'était l'aventure du Pont Neuf. Well, they were very close for a long time, and they were not, I mean, they were hired by Christo and Jean-Claude to make these movies. Christo and Jean-Claude paid them. It wasn't like they were making it on their own accord. They were hired to document, as we hire photographers, we also hire filmmakers to document the project. But the very interesting part between 1979, like 1980, really 80 to 85, 86, Christo and Jean-Claude were working on so many projects at the same time. They were working on the Reichstag, they were working on the Pont Neuf, they were working on the Mastaba, they were working on the floating piers, not the floating piers, the surrounded islands, and they were working as well on the gates in New York City. So this was a period of time, and even at some point, the filmmakers thought that they would make a film that encompasses all of these projects from those years, which they never really did. Islands were a little bit touching on that, the film about the surrounding islands, but not so much. The Pont Neuf also, but it was really an incredible period of 5 years, and they basically lived with Albert and David Mazouz. They were very much involved, and then David Mazouz passed away in 88 or 89, and they had and he was really, because Albert Mazouz, I don't know if you guys have watched any of the films. Have you seen? Not just Christo and Jean-Claude films, just like the Mazouz films, like Give Me Shelter, Salesman, or any of the others that they did one on the Beatles as well. And Albert Mazouz has an amazing camera, like his sense for what people would do before they do it was like a heat-seeking missile. He would immediately guess where people would go and do, and he would be ahead of them with the camera. Incredible sensibility and talent for that. While David Mazouz was much more, he was recording the sound, but he was also really the producer of the films. Because I would not be so much involved in the editing, David would be much more involved in the editing. But they were very close, and they lived basically together with Christo and Jean-Claude for many years. En fait, ils ont été proches pendant longtemps, mais je rappelle juste que les frères Mazouz ont été engagés par Christo et Jean-Claude et payés pour faire ce film. Ce film n'était pas de leur... On engageait des photographes, on engageait aussi des cinéastes pour documenter en fait chaque projet. Et sur la période de 79-80 à 85-86, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu énormément de projets que Christo et Jeanne-Claude menaient en même temps, simultanément. Il y a eu le Reichstag, le Pont Neuf, le projet du Mastaba, il y a eu les Surrounded Islands, il y a eu aussi le projet Gates à New York. Donc ça a été une période incroyablement dense pendant laquelle ils ont littéralement vécu en fait avec les frères Mazouz. Ils ont partagé énormément de choses. Les frères Mazouz ont d'ailleurs envisagé de faire un film global sur l'ensemble de ces projets. Il y en a un sur les Surrounded Islands qui aborde un petit peu cette période vraiment faste de façon plus large. Et David Mazouz, lui, est mort en 88-89. Si certains d'entre vous ont vu ou pas les films qu'ils ont réalisés, ce qu'il faut savoir, c'est que Albert était vraiment le caméraman et qu'il avait un sens de la caméra assez incroyable. Il savait anticiper le moindre mouvement des gens qui le filmaient, un peu comme un missile à tête chercheuse. Et il avait cette sensibilité très particulière, alors que David, lui, s'occupait vraiment du son, de la production, du montage, etc. Mais donc ça a été une période qu'ils ont partagée vraiment entre donc, ces documentaristes et Christo et Jeanne-Claude. But also one thing, sorry, just to make one thing clear, even though Christo and Jean-Claude paid for those films, they were never like propaganda films. Christo, coming from a communist country, he left the filmmakers with absolute freedom
to do what they wished. It was there was never any censorship or like I didn't look good here or I didn't say the right thing here. It was on the contrary. It was very much giving them absolute freedom to do what they wished just because he was, especially Christo coming from a communist country, but Jean-Claude as well, they were very much against any kind of propaganda, so they were very supportive of whatever the filmmakers wanted to do, they can do it. They just basically supported it. So just wanted to make that clear. Je voudrais juste clarifier que c'est pas parce que j'ai dit que Jeanne-Claude et Christo avaient payé ces cinéastes pour réaliser ce film que c'était une commande, qu'il s'agit d'un film de propagande. Christo en particulier, ayant grandi dans un pays communiste, tenait énormément à la liberté des cinéastes de faire absolument ce qu'ils voulaient, donc il n'y a jamais eu de censure ou de souci de vouloir couper une image où il n'aurait pas été exactement à son avantage. En particulier Christo avec ses origines d'un pays communiste, mais Jeanne-Claude aussi était tout à fait opposé à l'idée de faire des films de propagande. Ça n'a jamais été de ça qu'il était question. Une chose qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est en travaillant sur Christo pour ce talk, c'est de voir à quel point le travail est à la fois conceptuel, il y a un énorme travail d'élaboration, et qui est fait en atelier, puisque les dessins sont faits exclusivement par Christo, d'après ce que j'ai compris, vous allez pouvoir confirmer ou infirmer, qui sont faits exclusivement par Christo et sans assistant. Et ensuite, il y a un travail physique énorme, c'est-à-dire que là, j'ai pu lire que, par exemple, pour le projet en Californie, Christo avait parcouru près de 280 km sur les 3 semaines, parce que, d'abord, de par l'étendue du projet, mais aussi parce qu'il faut constamment circuler d'un lieu à l'autre pour voir comment s'organisent les choses. Est-ce que cette organisation physique et conceptuelle, vous l'avez, vous, Laure Martin, pu la constater quand vous avez travaillé sur le projet du Pont Neuf? Ah oui, tout à fait. Dans la phase de l'installation et pendant le projet, Christo et Jeanne-Claude étaient tout le temps en mouvement. Pendant la phase d'installation, ils surveillaient absolument tout, depuis les bateaux, depuis la terre ferme. Tous les détails étaient contrôlés et validés par Christo. Donc c'était une performance aussi physique. Et ils aimaient ça, je pense. Ça faisait partie aussi de l'œuvre. Grande capacité de résistance, de compréhension très vite des situations et d'adaptation aux situations, aux questions techniques, et une grande capacité d'y répondre, avec évidemment l'aide des ingénieurs et des équipes qui étaient là pour monter les projets. Et vous, Vladimir, vous confirmez cette complémentarité entre le corps et l'esprit, cette implication extrême de conception et ensuite l'implication physique dans la réalisation? No, you can see it in the films. Absolutely. There was no... I've never met or ever even seen on films or television anybody like Christo. The energy that he had and the absolute nothing spared and everything being completely to the fullest for the project and without any like iota of not being committed to it. It's incredible. So, but you see that it's not something that. But one thing to be clear, it's I maybe because of the French, my French translation, because I don't speak French. But one thing is, Christo and Jean-Claude always separated the projects into a software period and a hardware period. The software period, they said, it's always when the projects exist in the hearts and minds of people that like to stop them, and the hearts and minds of people that like to help them. And then the hardware period, when it's physically being built and everything, all the permissions are done and everything is being done. But Christo, and I don't know if you use the word conceptual in that way, but Christo was not a conceptual artist. There's nothing conceptual about spending 15 million euros on a project. It's zero concept in it. It's very physical. It's very real, and there is no conceptuality behind it. You know, that's just wanted to make that.
Alors on voit tout à fait ça dans le film. Effectivement, j'ai jamais rencontré quelqu'un ni dans la vraie vie ni au cinéma qui ait une telle énergie. Christo était vraiment n'épargnait aucun effort. Il mettait tout pour le projet. Il allait vraiment jusqu'au bout des choses. Il était engagé à fond. Quelque chose que je voudrais clarifier dans cette notion de conceptuel que vous avez utilisée, c'est que Christo et Jeanne-Claude disaient toujours que dans leur projet il y avait deux parties, une partie software et une partie hardware, un peu comme en informatique. La partie software correspondant au moment où le projet existe dans les cœurs et dans les têtes des gens qui aimeraient bien l'empêcher et de ceux qui aimeraient bien au contraire le soutenir. Et la partie hardware étant le moment vraiment où le projet existe physiquement, où il est construit, où les autorisations ont été accordées. Je ne sais pas dans quel sens vous utilisez le mot conceptuel, mais ces phases n'ont rien en revanche de conceptuel, au sens où ce n'est pas un artiste conceptuel. Dépenser 15 millions d'euros dans un projet, ça n'a rien de conceptuel, c'est quelque chose de très physique, de très concret, de très réel. Et vous, Laure Martin, vous êtes historienne de l'art. Est-ce que vous pensez que, contrairement à Vladimir, que Christo est un artiste conceptuel, que finalement 15 millions de dollars, c'est pas quelque chose qu'on puisse considérer, puisque, je sais pas, est-ce qu'on considère que Richard Long est un artiste conceptuel? Est-ce qu'à partir de... Comment vous le considérez-vous en tant qu'historienne de l'art? Je ne pense pas que Christo soit un artiste conceptuel. Il a toujours dit qu'il ne l'était pas. Ses projets ont toujours affaire avec le réel, sont temporaires. Et par le mode même de production de ce projet, il diffère complètement des artistes de l'art conceptuel. Commencer par le principe de l'autofinancement, le caractère éphémère, et aussi par le fait que l'art de Christo et de Jeanne-Claude est offert à tous gratuitement. Donc il y a un accès libre et ouvert et proposé à tous, ce à quoi tenait expressément Christo et Jeanne-Claude. Donc je ne les rapproche pas du tout des artistes conceptuels. Et comment est-ce que, si on devait trouver une catégorie pour Christo et Jeanne-Claude, est-ce que vous diriez ils sont sculpteurs? Qu'est-ce que vous diriez? Non, parce que leur art transcende toutes ces catégories, que ce soit de la catégorie du dessin, parce que Christo était un extraordinaire dessinateur, ne l'oublions pas, de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. Leur art transcendait toutes ces catégories-là. Et vous, Vladimir, est-ce que vous avez une catégorie où vous pensez qui sont hors catégorie? I would answer as Christo would answer. Since I'm brainwashed for a long time, I can give any answer he would give you. He would say, when Christo wanted to be an artist since he was 5, 6 years old. This is all he wanted to be. Luckily, he had a very supportive mother and father who got him tutors for even making models, sculpture, architecture, all kinds of things. He was making theater plays. He was involved in the arts all the time, and then he decided to go to the Art Academy. And in the 1950s, the Art Academy in Sofia was a very conservative, it still is very conservative, but especially then was very conservative Art Academy, where you had to study, I think, for 6 or 8 years. I forgot. 8 to 6. 8. How long? 8. 6? 6. He went there, so. But at that time it was 8. So you had to study a very long time, like becoming a doctor. And so he, the first 3 years you would do all the disciplines. You would take sculpture, painting. They were all like sculpture from ceramic to stone to metal to painting to all the architecture, all the different disciplines in the art. But Christo left on his 3rd year in school, and he said, as you can see, still today, I'm not decided what I am. Because he never finished the Art Academy, and he left before he finished, so he still hadn't decided by the time he died. So he was an artist, that's it. It's very simple, it's an artist. Alors je vais répondre comme Christo, je peux donner toutes les mêmes réponses que lui après avoir subi un lavage de cerveau aussi long à ses côtés. Lui, en fait, il voulait être artiste depuis qu'il avait 5 ou 6 ans et la chance qu'il a eue, c'est qu'il avait une mère et un père qui l'ont beaucoup soutenu là-dedans, qui lui ont trouvé des cours, des professeurs particuliers pour lui apprendre la sculpture, il faisait du théâtre, il s'intéressait à l'architecture, il s'intéressait à tout. Et dans les années 50, au moment où il est entré à l'école d'art de Sofia, c'était une école qui était quand même très conservatrice et qui imposait une durée d'études qui était très longue,
c'était 6 ou peut-être 8 ans. Et les 3 premières années, en fait, on abordait absolument toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'on faisait de la sculpture, de la peinture, de l'architecture, etc. Et quand on faisait de la sculpture, on faisait la céramique, on faisait la pierre, le métal, on faisait absolument tout. Et Christo, il a quitté cette école justement à la fin de la 3e année. Et donc il disait lui-même qu'il n'avait toujours pas décidé en fait où il voulait se situer. Et à la fin de sa vie, il n'avait toujours pas fait ce choix-là. Donc il était tout simplement artiste. Et c'est une réponse toute simple. It was actually, the academy was so conservative, he had to do 2 semesters of dissecting human bodies. I don't know if you guys have to do that here, but Not here. but they really to study the muscles like Michelangelo times, you know. It was like dissecting human bodies. He had to do that for 2 semesters. It was that conservative. Pour vous dire à quel point cette école était donc conservatrice traditionnaliste, il a dû pendant 2 semestres suivre des cours pour disséquer des corps humains, pour étudier les muscles comme on le faisait à l'époque de Michel-Ange. Donc je voudrais revenir sur l'opération de l'empaquetage du Pont-Neuf. Alors, on a vu, on voit dans les films, donc il suffit de regarder les films qu'on a déjà cités pour voir à quel point les difficultés en amont étaient importantes. Et vous, Laure Martin, qui étiez sur le projet, donc chargé du bureau de presse à l'époque, quelles difficultés ont-ils rencontrées une fois qu'ils ont obtenu les autorisations administratives? Parce que, ce qui peut être intéressant ici pour les étudiants, c'est de regarder ce film juste pour voir comment c'est compliqué d'investir l'espace public. Mais en dehors une fois que ces autorisations ont été mises en place, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, je n'ai pas suivi la réalisation technique du projet tout le long, à partir du moment où les autorisations ont été accordées. Il faut savoir que Christo et Jeanne-Claude ont eu l'autorisation formelle en août 84 et qu'à partir de ce moment-là, comme vient de le dire Vladimir, on est rentré dans la période hardware et de la préparation, de la réalisation concrète du projet. Je n'ai pas participé à cette phase-là. Donc il m'est difficile de répondre. Cela étant, le projet a ouvert en temps et en heure, d'ailleurs comme pour le projet de l'Arc de Triomphe. C'était les charpentiers de Paris qui étaient les maîtres d'œuvre du projet, comme ils l'ont été pour l'Arc de Triomphe. Et je n'ai jamais entendu Christo et Jeanne-Claude parler de difficultés majeures. Il y a eu simplement un moment de grande inquiétude au printemps 85, parce que tout d'un coup, Françoise de Panafieux, qui était l'adjointe aux affaires culturelles de Jacques Chirac, a appelé Christo et Jeanne-Claude à New York en leur disant que Chirac, le maire de Paris, avait changé d'avis et s'apprêtait à interdire le projet. Donc il y a eu là une période de grande instabilité, ce qui a amené Christo. Et quelques jours plus tard, le 20 mars, le préfet de Paris leur envoie une lettre interdisant le projet au motif que cela perturberait la circulation routière et que cela créerait un précédent. On se demande quel précédent. Donc c'est mis en œuvre à ce moment-là. Christo, Jeanne-Claude et le directeur du projet, qui était Johannes Schaub, ont pris contact avec Jacques Lang et avec Laurent Fabius, le Premier ministre. Et grâce à leur intervention, le président de la République François Mitterrand à l'époque, a donné instruction à Pierre Joxe, alors ministre de l'Intérieur, de donner ordre au préfet de police d'envoyer une nouvelle lettre à Christo et à Jeanne-Claude autorisant le projet. Et là, on était déjà fin juillet 85. Donc Christo et Jeanne-Claude, entre mars et juillet, ont continué à avancer pour ce projet alors qu'il était mis en danger. Ça montre leur extraordinaire confiance et leur audace. Et à partir de fin juillet, le projet, donc ils ont repris leur souffle, le projet a continué à être préparé et le projet a commencé à être installé fin août 85 sans difficulté majeure. À ma connaissance, d'ailleurs on le voit bien dans le film. Je rappelle que le projet du Pont-Neuf, c'est long, le Pont-Neuf est long de 140 mètres, qu'il est large de 20 mètres, qu'il a nécessité 40 000 mètres carrés de toile, et que les véhicules, enfin que la circulation n'était pas interrompue. C'était ça qui est assez étonnant. On pouvait
On aurait pu imaginer que le passage n'était plus possible, mais il était possible. Non, mais c'était une des contraintes qu'ont dû respecter Christo et Jeanne-Claude, c'est que la circulation routière, piétonne et fluviale reste la même. Et nous avons eu pour le projet de l'Arc de Triomphe des contraintes de la même nature, dans le sens où il nous a été demandé par le Centre des Monuments Nationaux, et Philippe Bellaval, son président, que le monument reste ouvert au public, parce que l'Arc de Triomphe, c'est aussi un musée, et que le monument reste ouvert pendant toute la durée du projet, c'est-à-dire le premier jour d'installation au dernier jour de démontage, et aussi que, par respect pour la dimension mémorielle de ce monument, la cérémonie de ravivage de la flamme ait lieu dans les conditions de solennité requises tous les soirs à 18h30. Donc le chantier, par exemple, de l'Arc de Triomphe s'est arrêté tous les soirs à 18h et n'a repris qu'après. Donc ça fait partie des contraintes. Christo et Jeanne-Claude faisaient les contraintes qui leur étaient imposées selon les lieux où ils intervenaient. Vladimir, j'ai dit que vous étiez arrivé en 89, donc après le projet du Pont Neuf. Vous êtes arrivé en 89 à New York. Quel est le premier projet auquel vous ayez participé? I arrived in 90, 1990. The first project I worked on was the umbrellas. That was in September of 1991. Vous pouvez préciser où c'était et ce que c'était ce projet? Could you describe the project? The umbrellas? Yeah, Oui. Well, we can maybe show them some pictures. I don't have any. Well, we can find it on Google. Peut-être plus simple si vous faisiez l'effort No, de nous the décrire. umbrellas. The umbrellas were 3,100 umbrellas with 1,740 in California and 1,360 in Japan. In California was in near Bakersfield, and in Japan was north of Tokyo in the Ibaraki province, near the city of Mito. And Christo and Jean-Claude wanted to do a diptych, which was the project that the umbrellas happened in simultaneously at the same time. The yellow umbrellas in California and blue umbrellas in Japan. And it was a comparison between the two richest nations at that time in the world. And that, because Japan and the US were in the world, and it was chosen to be California because of it's leaning towards the east, and Japan, so the west coast and Japan are only the ocean in between. And maybe we can find some images. But it was the most expensive project Christo and Jean-Claude ever did. It cost $26 million in 1991. It was which it's self-financed, as you know. There were no sponsors, no public grants. So this was a very, very complicated project, and Christo managed to be in both openings because of the time difference. First, it was open in Japan. Then he flew to California. They picked him up with a helicopter. He was at the same hour, pretty much, in California too. It was very. It was a very beautiful project. It was lasted 2 weeks. It was supposed to last 3 weeks, but then there was a storm that came in California. We had to close it down. We had a lot of problems with the weather and with the building because it's, I mean, it sounds simple enough. When nothing goes wrong, it seems like it's simple to build, but nothing is ever simple to build. There's always, every day, fires to put out, everyday problems with any of the projects. It's just the nature of the projects is like this, that you cannot not have problems. They're resolved, and then at the end, you see something beautiful, and people remember the beautiful thing. Nobody remembers the problems. Even in one of the Mazos films, as we were talking before, that we were discussing, because in Japan there was a big typhoon coming before the umbrellas had to open, and the Japanese were very strict, and they really wanted them to open on the date, and Jean-Claude was saying, but listen, if we open them 2 days later, in 15 years, nobody would remember what date they were open on. They would just remember the umbrellas, and which is exactly true. So, yeah, but also another very interesting anecdote about the umbrellas in comparison of the two cultures.
was that when they were presenting to because the farmers, there were, I think, 14 or 16 ranchers that owned the land for where the umbrellas were going to be installed. And every time Christo and Jean-Claude themselves would go and talk to them and present the project, and every time they would always ask the same question, which would be, how much would it cost and who is paying for it? When they do the same thing to the 400 rice field farmers, because in Japan they had 400 owners of the land, because they have very small pieces of land there, the Japanese would usually ask, why yellow and why blue? So this was a difference in culture, you could say. But I think it's much nicer if you guys have to ask any questions now, because it would be much more interesting than anything else, for me at least. Okay. Alors le premier projet auquel j'ai participé, c'était en 91, c'était le projet Umbrellas, donc 3100 parapluies en tout, 1740 en Californie, 1360 au Japon, au nord de Tokyo. L'idée, c'était d'avoir un diptyque en fait simultané, donc des parapluies jaunes en Californie, des parapluies bleus au Japon, et de comparer ces deux pays qui étaient à l'époque les deux pays les plus riches du monde. La Californie parce que justement il n'y avait que l'océan à traverser pour arriver au Japon. C'est le projet le plus cher qu'ils aient jamais fait, 26 millions de dollars, entièrement autofinancé, pas de mécènes, pas de fonds publics. Et Christo a pu assister aux deux inaugurations en fait en Californie et au Japon. Il a été d'abord allé au Japon, il a pris l'avion, on est venu le chercher en hélicoptère, et avec la différence, avec le changement horaire, en fait, il a pu assister aux deux. Ça a duré 2 semaines, ça aurait dû durer 3 semaines, mais on a eu énormément de problèmes avec la météo. En fait, à la fin, tout paraît simple, ce genre de construction, mais il y a toujours énormément de soucis. Il peut y avoir des incendies, il y a plein de problèmes qu'on rencontre, dont on se souvient plus du tout à la fin. D'ailleurs, au Japon, on a dû reporter de 2 jours la date prévue, ce qui les embêtait beaucoup au début parce qu'ils voulaient faire ça vraiment la date prévue, mais on attendait un typhon et plus personne ne se souvient aujourd'hui que la date des 2 projets avait dû être reportée. Une anecdote amusante sinon à propos de ce projet-là des Umbrellas, c'est qu'en Californie, les terres utilisées correspondaient à 14, 15, 16 exploitations, des grands ranchs en fait, et à chaque fois Christo et Jeanne-Claude allaient expliquer le projet à chaque propriétaire terrien, ce qu'ils allaient faire, et les questions qu'ils posaient systématiquement, c'était combien ça coûte et qui va payer. Au Japon, en revanche, parce que les parcelles sont beaucoup plus petites, on avait 400 cultivateurs de rizières, et eux, à chaque fois qu'ils venaient présenter le projet, les questions, c'était pourquoi les parapluies jaunes et pourquoi les parapluies bleus. Et donc ça montre bien les différences culturelles aussi entre les deux pays. Et maintenant, on pourrait peut-être passer à des questions du public qui m'intéresseraient davantage. Mais comme c'est moi qui détermine l'ordre, on va et c'est ça qu'il va falloir accepter, Vladimir. Donc c'est pas fini. Et donc pour moi, j'ai des questions à vous poser encore. Excusez-moi. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe ici aux Beaux-Arts. Et donc Vladimir, je voulais vous dire comment ça s'organise sur l'Arc de Triomphe. J'aurais voulu savoir comment s'était organisée cette notion de président et de directeur. Comment s'organise la séparation? Is that the question for the president or the director? Alors on pose la question au président ou au directeur? It's very simple. It's you need a good cop and a bad cop. Okay. And and you need somebody to handle the official relations with the official administration and entities in France. And I don't look like somebody that can handle that. So it's as simple as that. Alors c'est très simple en fait, c'est le système good cop, bad cop, il faut le bon et le mauvais flic, enfin le méchant flic. Il faut quelqu'un qui gère les relations avec les institutions publiques et moi j'avais pas la tête à gérer ça. C'est aussi simple que ça. Alors, Laure, comment ça s'est passé justement? Parce que c'est quand même une histoire invraisemblable. On se disait, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Ça s'est passé relativement rapidement. Puis il y avait eu cet épisode en plus avec l'Arc de Triomphe et les Gilets jaunes, un épisode assez violent. Donc le lieu était extrêmement symbolique. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a retardé, ça a accéléré les choses, cet épisode des Gilets jaunes? Non, pas du tout. L'histoire de l'Arc de Triomphe est extraordinaire en elle-même, parce que c'est un projet que nous avons pu réaliser en respectant le vœu de Christo qui tenait beaucoup 60 ans après sa conception. Mais entre 1961 et 2017, Christo et Jeanne-Claude n'avaient jamais pensé d'ailleurs que ce projet pouvait être réalisé tellement il leur semblait utopique. Et ce projet
est ressorti des cartons lorsque nous étions en discussion avec le Centre Pompidou en vue de la première exposition dans un musée parisien dédié à Christo et Jeanne-Claude. Et à la demande de Bernard Bisten et de Serge Lasvigne, qui étaient aux commandes à ce moment-là au Centre Pompidou, Christo a accepté, a été sollicité par eux pour envisager de faire un nouveau projet à Paris en parallèle à la tenue de l'exposition. Et Christo a décidé, je suis d'accord, mais le seul projet que je veux faire, c'est l'Arc de Triomphe. Et il y a eu là, à partir de ce moment-là, un alignement des astres. Serge Lasvigne a pris langue avec Philippe Bellaval, qui est le président du Centre des Monuments Nationaux, dont dépend l'Arc de Triomphe. Et il se trouve que Philippe Bellaval était un grand admirateur de l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude, qu'il avait vu le Pont Neuf, et que, comme nous l'avons pu le constater lors de différents échanges avec des interlocuteurs dans les institutions et les administrations, le souvenir du Pont Neuf nous a beaucoup aidé pour l'Arc de Triomphe, à contribuer, à faciliter l'obtention. Et donc, grâce à ce trio qu'ont constitué Serge Lasvigne, Bernard Bisten et Philippe Bellaval, Christo a obtenu les autorisations très rapidement. Pour vous dire les choses encore plus clairement, nous avons rencontré Philippe Bellaval un certain 15 octobre 2018 et 15 jours après, il parlait de ce projet au président de la République et le 11 janvier, nous avons reçu un appel nous disant que le président de la République donnait son accord. Évidemment que lorsqu'il y a eu ces actes de vandalisation à l'encontre de l'Arc de Triomphe, nous avons été inquiets, mais en définitive, ça c'est une interprétation que je donne, je pense que le président de la République, qui est un homme très ouvert à la culture, a peut-être vu dans le fait de donner l'autorisation pour un tel projet d'une telle audace, la manière au fond de laver l'affront et de contribuer à redonner une autre image, une nouvelle image de ce monument si important. Et alors vous êtes le good cop, comme dit Vladimir. Et donc, comment ça se passe? Vous travaillez avec les riverains? Surtout, on sait que les riverains du 16e ne sont pas simples. Donc, non, ça n'a pas. Ça a été très différent que pour le Pont Neuf, où on a vraiment dû mener une campagne de sensibilisation tant auprès des acteurs politiques, économiques, culturels et des riverains. À partir du moment où nous avons eu l'autorisation du président de la République, nous sommes commencé la phase de réalisation, de concrétisation. Tout d'abord, ce sont de grandes études, de longues études d'ingénierie qui sont faites, parce que c'est très complexe, comme l'a dit Vladimir, de réaliser un tel projet tenant compte de toutes les contraintes, à commencer par celle de protéger le monument. Et non, nous n'avons pas eu à mener de campagne de sensibilisation. En revanche, nous avons rencontré certains interlocuteurs dont les sièges sociaux étaient sur la place, mais très peu. C'est d'une autre nature, c'est très très différent que le projet du Pont Neuf. Et les autorisations ont été données dans un temps extrêmement court. Il n'y a pas eu cette campagne de sensibilisation qui a dû être menée. Mais aussi, entre 85, disons entre 75, au moment où Christo et Jeanne-Claude ont commencé à penser au Pont Neuf, et le moment où le projet de l'Arc de Triomphe est revenu sur le devant de la scène, Christo et Jeanne-Claude ont été reconnus dans le monde entier internationalement. Ils ont fait énormément de très grands projets. Le projet du Pont Neuf était le premier très grand projet urbain de Christo et de Jeanne-Claude. Donc, je pense que ça a facilité la réalisation, l'obtention des autorisations pour ce projet. Et l'excellent accueil qu'il y avait eu. Et l'accueil. Le souvenir du Pont Neuf est resté très très vif. On l'a souvent constaté avec Vladimir dans nos rencontres avec un certain nombre d'interlocuteurs. Et vous, Vladimir, comme vous ne vous laissez pas faire, mais vous avez quand même, j'imagine, eu des résistants. J'imagine que quand vous étiez sur le chantier, puisque vous suiviez le chantier en tant que responsable de projet, est-ce que vous avez dû faire face à l'hostilité
des riverains From ou whom? des... Hostility from whom? No hostility. Tout s'est No. passé, tout No, était fluide. well, fluid in some. Well, but look, there were three for me on the project. There were three big challenges. The first challenge is because the Arc de Triomphe is a national monument, and it's not just a national monument; it's the national monument. So you have a lot of special care to take for that monument, to protect it. Everything has different rules, different restrictions, different things. So this was definitely a challenge. Another challenge is because we worked on the Arc de Triomphe without closing the terrace, without closing access to the Arc. And that was really very, very difficult. That made it very difficult, especially with all the installation that had to be done on the roof of the Arc while the visitors were there. We had to work in 3 crews, 8 hours a day, 24 hours a day. So that was very, it wasn't easy for the guys. And also always under the constant watch of the Arc de Triomphe people who want to make sure that we don't do something wrong with the monument. So that was not easy. But the most difficult part for me with this project is that Crystal was not here. It was just as simple as that. Because I missed his energy, I missed his enthusiasm, his criticism, his stubbornness, his excitement, and all these things. So that was very difficult. Et combien de temps vous avez travaillé, vous, justement? Pardon. 30 years. Donc non, je n'ai pas rencontré d'hostilité. Pour moi, il y a eu 3 grandes difficultés, 3 défis à relever dans ce projet. Le premier, c'est que l'Arc de Triomphe, c'est un monument national et c'est même le monument national. Donc ça impose des mesures de protection très particulières, des règles, des restrictions. Le deuxième grand défi, c'était qu'il fallait qu'on puisse travailler alors que le monument était encore ouvert et que les visiteurs avaient accès à la terrasse. Donc ça rendait très complexe les installations qui devaient se faire sur le toit. Et donc on a dû travailler 24 heures sur 24 avec 3 équipes qui faisaient des shifts de 8 heures. Donc c'était pas facile pour les hommes et on était en permanence surveillés par les gens de l'Arc de Triomphe qui vérifiaient qu'on faisait pas n'importe quoi. Mais le véritable grand défi pour moi, c'est le troisième, c'est le fait que Christo n'était pas là, que son énergie, son enthousiasme, ses critiques aussi, son côté têtu, l'excitation qu'il pouvait avoir n'était pas là pour le projet. Alors, je voulais rajouter quelque chose. Parmi les contraintes, j'ai évoqué tout à l'heure que nous devions respecter ce temps de cérémonie de ravivage de la flamme. Et donc, cette cérémonie qui a lieu tous les jours depuis le 11 novembre 1923, sans aucune exception, elle est tenue, elle est organisée par le Comité de la Flamme, qui est une association qui regroupe 500 associations d'anciens combattants. Et donc, au départ, il y a eu des résistances, en tout cas des questionnements de la part de cette association et des associations. Et donc, nous avons rencontré le président du Comité de la Flamme, le général Darry, et nous avons eu, là encore, beaucoup de chance, parce que c'est un homme, général 5 étoiles, ancien gouverneur de Paris, mais un homme ouvert, s'intéressant un tout petit peu à l'art contemporain, mais pas du tout hostile. Et le dialogue s'est engagé, et en définitive, tout s'est très très bien passé avec ce Comité de la Flamme, parce qu'ils ont vu que nous étions respectueux de nos engagements par rapport à eux. Et aussi, ce sont des anciens militaires, et ils ont été, ils nous l'ont dit, ils l'ont exprimé, complètement fascinés par la manière dont le projet a été installé, par la préparation, par la précision, et quasi militaire de l'installation. Et donc, nous avons vu petit à petit les résistances tomber de ce côté-là. Et ils nous ont même invités à participer aux cérémonies de ravivage de la flamme. Donc, c'était un des aspects que nous redoutions, qui est une bronca de ce côté-là, et elle n'a pas eu lieu, loin de là. Il y avait même des oiseaux qui nichaient, hein. C'est bien ça, oui. Ah oui, le fameux couple de faucons cresserelles qui a fait l'objet d'une demande de la part du directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et il se trouve qu'il y a un couple de faucons cresserelles qui vient tous les ans nicher à un endroit spécial dans l'Arc de Triomphe, et que c'est une espèce en voie de disparition. Et donc, à peine le premier communiqué de presse diffusé annonçant le projet,
il a été demandé à Christo de bien vouloir changer le moment de réalisation de ce projet. Et Christo a décidé que, dans le respect de la diversité biologique, écologique, et que nous allions changer les dates du projet. Donc c'est pour ça que le projet a été reporté, une première fois reporté du printemps 2020, parce qu'il devait avoir lieu en même temps que l'exposition au Centre Pompidou en septembre. Et pour les raisons que vous connaissez, liées à la crise sanitaire, il a dû être reporté une seconde fois. Mais ça fait partie de l'histoire du projet. Luckily, it didn't happen then because it would have been in March, April of 2020 when nobody was outside. So we were very lucky for the birds. That was the most lockdown time we ever had. En fait, heureusement que ça ne s'est pas fait à la date initialement prévue, parce que c'était mars-avril 2020 et il n'y aurait eu absolument personne dans les rues pour le voir. Donc en fait, on a eu énormément de chance grâce à ce couple de faucons. Et Vladimir, je voudrais vous poser une dernière question avant de passer la parole au public. Je voudrais savoir, quand vous travaillez avec les équipes, est-ce que vous faites un appel d'offres ou vous travaillez toujours avec les mêmes équipes, les mêmes ingénieurs qui participent à l'ensemble des projets? A big part of the team is we work with them a long time. We work with the same company for the engineering. Actually, the SBP Engineering, Schleich Belterman and partner, they did the engineering for the mastaba in London, and they also did the engineering for the big mastaba. Mm-hmm. Jörg Trithart did the engineering for the Rapt Reichstag, so we worked with them before. And all our sewing was done by Geo Luftwerke, a company in Germany that does all our sewing for the last 4 projects. And as well, the same thing with fabric suppliers, rope suppliers, a lot of things. The Charpentier, we had worked before in France. We actually have the one new company which is fantastic, and I love them, and anytime we need them, we work with them again, is Jad, which is the cordiste, the rope access people. They were amazing, but we hadn't worked with them before. But in general, depends on what we need. We work with the companies we have experience with. Alors en fait, une grande partie de l'équipe, effectivement, c'est des gens avec qui on travaille depuis très longtemps. C'est toujours la même société qui fait l'ingénierie, qui s'est occupée aussi de celle du Mastaba à Londres et qui travaille maintenant sur la grande Mastaba. On a aussi travaillé avec une autre équipe qui était la même qu'au Reichstag. Sur les 4 derniers projets, ça a été la même société qui s'est chargée de tout ce qui était couture. On travaille aussi avec les mêmes fabricants de tissus, de cordes. Les charpentiers aussi français, on avait déjà travaillé avec eux auparavant. La nouvelle société avec laquelle on a travaillé, que j'adore, c'est Jade, il s'appelle. C'est l'entreprise de cordistes qui a monté donc du coup l'installation, et c'est la première fois qu'on travaille avec eux, et à l'avenir, si on peut, on fera de nouveau appel à eux. Les voici là en action pendant une séance de test à Dunkerque. Je vais retirer mon micro et vous passer la parole. Et je remercie Laure et Vladimir d'avoir accepté de passer 1 heure avec nous. Merci Vladimir, merci Laure. Voici, là, ce sont les cordistes que vous voyez en action au moment du déploiement des toits sur les grandes façades le 12 septembre. Vous m'entendez ou pas? Oui. J'ai plusieurs questions, mais d'abord je suis intéressée par le geste d'empaquetement. Quelle était l'intention principale de Jeanne-Claude et Christo, mais vraiment la leur, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut y lire. L'instinct de préservation, de protection, aussi le fait de cacher, transformer, et je me posais des questions du coup sur vraiment quelle était leur réflexion à eux dans le fait d'empacter, et aussi différents objets, parce que je sais qu'avant de passer au monumental, ils empactaient quand même des objets, plus à portée de main, eux-mêmes, et ensuite c'est passé en communauté. Quelles intentions différentes possibles s'il pouvait y avoir, et quelle intention principale derrière. Voilà.
Well, Christo and Jean-Claude did not just rap things. This is just very important. I mean, the last time actually Christo and Jean-Claude had an idea to rap something was the Reichstag. And it just took a very long time to happen. But the Pont Neuf was an idea before. The Arc de Triomphe is from the 60s. All these ideas of rap buildings, they're very early from the 60s and basically up to mid-70s or late 70s. And the one thing with of course they use fabric a lot. This general medium is to use fabric, but the gates were not wrapped. The surrounding islands were not wrapped. It was floating fabric on water. Floating piers were not wrapped. Valet curtain, running fence, a lot of these products, the use of fabric is very common, but the wrapping is not, there are some projects, but it's not the main thing. They actually were trying always to avoid to be called the wrapping artists, just to be affiliated with that all the time. But the one thing that was the most important, Jean-Claude always loved saying, we love to create works of art of joy and beauty. It's just about beauty. It's about visual, Christo and Jean-Claude were visual artists. It's about every interpretation of what it is legitimate and it's yours and it can be yours and you can own it and it's all right. It's yours and it's correct. So everything that, Christo never wanted to put meaning behind it because of again, coming from a communist country, not wanting to have it. He detested propaganda, and that could be religious propaganda, political propaganda, even ecological propaganda, it's still propaganda. So there was really no meaning. The only project that there was some meaning behind was the Rue Visconti Iron Curtain, because it was a poetic response to the Valet Curtain, to the Berlin Wall. The Rue Visconti was done in 1962 and the Berlin Wall was built in 1961. So that was the only project that there was some sort of a meaning, or even political or whatever else. Everything else is left to your own interpretation. With the Arc de Triomphe, it could be you highlight the building by hiding it. I'm just throwing things out. I don't even think, I don't believe in some of them. Maybe I do, but I won't tell you. Also, there was a great article in the Washington Post about basically how by wrapping the Arc de Triomphe, you hide the hollow glory on past colonialism, of French colonialism. That could be an interpretation. People that go to the Arc de Triomphe to celebrate sport victories, they have a different interpretation. People that go even to protest there, they have a different interpretation. So all of these are completely legitimate, but at the end of the day, it is beautiful, at least I think so. Some people agree, some people don't agree. But it's art in public space, and people talk about art. They talk about, and people that usually are not confronted with art talk about art. People that, it's because you're not in a museum. If you go to a museum, you're usually interested in art. But for instance, with the Arc de Triomphe, you stumble upon it, you're there, you hate it, you go home, you talk to your children, some family, whoever else, how much you hate it, but you're still talking about art. And people, there's nothing more beautiful than that for Christo and Jean-Claude. That was something that they really, really love. I hope that answers your question. Alors, Christo et Jeanne-Claude n'ont pas fait qu'empacter des choses. D'ailleurs, ils n'avaient pas du tout envie d'être définis comme les artistes empacteurs. En fait, la dernière fois qu'ils ont pris l'initiative d'empacter quelque chose, ça a été pour le Reichstag. Leurs idées sur des monuments à empacter datent plutôt vraiment du début de leur carrière, des années 60-70. Le Pont Neuf, ça datait d'avant. L'Arc de Triomphe, c'est une idée qui remonte aux années 60. Par contre, ce qu'ils ont fait dans beaucoup d'autres œuvres, c'est d'utiliser du tissu. Ça, c'est clairement un médium qu'ils ont énormément exploré. Mais par exemple, dans les Surrounded Islands, c'est du tissu qui flotte sur l'eau. C'est pareil avec les fences, avec aussi les floating piers sur le lac italien. Donc ils n'empactent pas systématiquement et c'est pas quelque chose qui est au centre de leur démarche. Ce qu'ils font, c'est de l'art visuel. Ce que Jeanne-Claude disait, c'est que ce qu'ils recherchaient dans leurs installations, c'était avant tout la beauté. Et à partir de là, toute interprétation est légitime. Votre interprétation est légitime et correcte. Elle vous appartient et vous pouvez la revendiquer. Mais Christo, lui, a toujours dit qu'il
ne voulait pas mettre de sens particulier ou de message derrière ce qu'il faisait, encore une fois, parce qu'il venait d'un pays communiste et qu'il détestait tout ce qui était de l'ordre de la propagande, qu'elle soit religieuse, politique ou écologique, c'est encore une forme de propagande. Le seul projet vraiment politique qu'ils aient pu faire, c'est le projet Iron Curtain dans les années 60, parce que là, c'était vraiment une réponse à la construction du mur de Berlin, et là, on est dans un projet qui a un sens politique. Après l'interprétation de l'Arc de Triomphe, on peut dire ce qu'on veut. Vous pouvez penser que, par exemple, c'est une manière de mettre en lumière le bâtiment en le cachant. Moi, je ne vous dirai pas si je crois à cette interprétation-là ou pas. Le Washington Post a écrit un article intéressant où il disait que c'était une manière peut-être de cacher la gloire un peu vide de sens du passé colonial français. Le monument lui-même peut être interprété de tas de façons différentes. Des Français vont y venir pour célébrer la victoire, d'autres vont y venir pour manifester. Donc à chaque fois, en fait, vous êtes tout à fait libre d'y mettre ce que vous voulez, ces opinions sont légitimes, mais en fin de compte, on a quelque chose qui est beau, et là aussi, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais la seule chose vraiment qu'il y a derrière tout ça, c'est l'idée de mettre l'art dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un musée. Dans les musées, vous trouvez des gens qui ont choisi d'aller voir des œuvres artistiques. Là, vous avez des gens qui vont voir cette œuvre, qui vont peut-être la détester, qui vont rentrer, raconter à leur famille à quel point ils ont détesté ce truc-là. Il n'empêche qu'ils sont toujours en train de parler d'art à ce moment-là. Et il n'y avait rien de plus beau pour Christo et Jeanne-Claude que de faire en sorte que tout le monde parle, discute de l'art. Christo aussi avait coutume de dire que cacher, c'est révéler. Et quand on regarde cette image de l'Arc de Triomphe, on voit bien que tous les choix qu'il a fait, parce qu'il a décidé de tous les détails, nous n'avons fait que réaliser le projet qu'il avait élaboré petit à petit. Nous voyons bien que toutes les grandes lignes architecturales de ce monument sont mises en exergue, révélées par justement le fait de cacher momentanément les détails des groupes sculptés. Donc ça rejoint une des idées, en tout cas, une des idées de Christo, et ça peut donner une explication à son désir avec Jeanne-Claude d'empacter un certain nombre de monuments. C'est-à-dire qu'on a un nouveau regard maintenant sur l'Arc de Triomphe, comme on en a eu un sur le Pont Neuf ou le Reichstag. Donc, en occultant momentanément, l'attention est attirée à nouveau sur le monument, que l'on regarde d'ailleurs après d'une manière différente. Bonsoir. Donc merci pour la présentation. Donc ma question, ça serait, est-ce que vous pouvez dire deux mots sur la position, la place qu'avait Jeanne-Claude au sein déjà de l'élaboration complète de l'œuvre et au sein des projets aussi particuliers? Parce qu'on a beaucoup parlé de Christo, mais pas beaucoup de Jeanne-Claude. Yeah, well, Jean-Claude was involved in all parts of the only thing Jean-Claude did not do is draw in the studio. The other thing one thing that Christo never do is ever talk to the accountant. So, but Jean-Claude was involved in all aspects of even the visual, like how the realization of a project would be. Even the surrounded islands was completely Jean-Claude's idea. The islands in Biscayne Bay in Miami. Jeanne-Claude était impliquée dans absolument tous les aspects. En fait, la seule chose qu'elle ne faisait pas, c'était les esquisses, les dessins en atelier. En fait, Christo, lui, de son côté, il ne parlait pas avec les comptables. Jeanne-Claude était vraiment impliquée dans tous les aspects visuels, et dans le cas des Surrounded Islands, par exemple, c'est même son idée, c'est son projet. I can elaborate more if you want. It doesn't look satisfied. Vous n'avez pas l'air satisfait de la réponse, est-ce que vous voulez des détails? I stop. Okay. Bonsoir, merci. Tout à l'heure, à propos de l'entreprise de cordistes, vous avez expliqué qu'à l'avenir, vous souhaitiez recourir à leur service parce que vous en étiez satisfait. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres projets à l'avenir? Et donc, quel projet est basé sur les travaux antérieurs de Christo et Jeanne-Claude? Yeah, well, there's only one more project we can do. There were two, now there's one. And that is the mastaba for Abu Dhabi. And it's stacked oil barrels, 410,000 stacked oil barrels.
It's 150 meters high by 300 meters long by 225 meters wide in the middle of the desert in Abu Dhabi. That's why I was late tonight. I was at a reception for the 50th anniversary of the United Arab Emirates. It was the only thing that, so it wasn't like a frivolous thing that I thought I would be late for you guys, but it was really the next project. So there's nothing gets in the way. So I'm sorry that I was late again, but that was, I had a good excuse. And this is the only project that we can still complete because the vision is all there. It's even the position of where the barrels are, the location, orientation. We, as you say in English, we have the blueprints, and we just have to build it. Well, get the permission, get the money, get the land, a lot of things. But it would be a long process because it would at least take 5 years to be done because just the construction period is 3.5 years. So it's a long process. It's not something that would have to happen tomorrow. But that's the only one we can still complete. 150 meters. Donc il reste un projet, il y en avait deux, maintenant il en reste plus qu'un. C'est le Mastaba à Abu Dhabi qui va être un empilement en fait, de barils de pétrole, 410 000 barils au total, sur 200 mètres de long, 225 mètres de large et 150 mètres de haut, au milieu du désert. Et en fait c'est pour ça que j'étais en retard ce soir, hein, c'était pas pour n'importe quoi, c'est parce que j'étais à une réception justement avec les Émirats Arabes Unis où il s'agissait de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça aboutisse. Et donc là, tout est là en fait, la vision a été complètement définie, on connaît la position de chaque baril, on connaît le lieu, l'orientation, etc. Donc on a le blueprint, comme on dit, on a le plan de travail. Maintenant, évidemment, il faut qu'on ait les autorisations, il faut qu'on trouve l'argent, il faut qu'on trouve le terrain exact, qu'on obtienne l'accès au terrain, et puis qu'on construise tout ça, ce qui prendra au moins 5 ans, et dont 3 ans et demi de construction. Donc il y a encore un long chemin à parcourir. Yes, thank you, Carmen. This is Carmen Kala, very talented director. Yes, it's going to be permanent. It's the people say it's the only permanent project, but it's actually not, because there are quite a few permanent sculptures that Cristo did that are in museums. Some of them are even outside, just a little bit smaller. But this would be the only permanent large-scale project that would be as permanent as anything on this planet is. But yes. La question c'est de savoir si le projet serait permanent. Oui, certains le présentent comme le seul projet permanent de Christo et Jeanne-Claude. En fait, il y en a des projets permanents, quelques sculptures qui existent dans des musées ou même en extérieur, mais c'est le premier à aussi grande échelle à être permanent pour autant que quelque chose soit permanent sur cette planète. Bonsoir. Alors moi j'avais une question. Vous avez parlé d'audace, de confiance, mais en fait, quel était le rapport de Christo et Jeanne-Claude à la liberté? En fait, it's the only question that should have been asked tonight. No, ultimately, Christo and Jean-Claude's work is about freedom. And this was really something that they never gave in or had any compromise and never, ever, ever compromised with their freedom. And of course, it's Christo always said about asking him what he does and the projects they are and about freedom and about these things. And he said, well, I grew up and I came from a totalitarian communist country and escaped. He physically escaped, smuggled on a train during the hardest times, which was in the 50s during Stalin, just around the death of Stalin time. And so it was, he always said, if I were born in Nebraska, I wouldn't be doing what I'm doing. And so it was, that was the driving force for his art, and he was never ever compromising or like going to give that away for a second for anything. This was complete. He wouldn't be able to sleep at night, and he wouldn't be able to live if he didn't have that. Et donc, le système de l'autofinancement d'ailleurs de leur projet, qui est un système unique dans le monde artistique et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une étude par la Harvard Business School en 2006, avait pour principe justement d'assurer cette liberté totale de création.
puisqu'ils se sont mis en situation de pouvoir autofinancer chacun de leurs projets. Et Dieu sait que les projets coûtent cher, par la vente des œuvres originales de Christo. Pour revenir sur la réponse de Vladimir, vous avez posé la question, la seule question qui valent effectivement la peine d'être posée. Toute l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude parle de la liberté, sur laquelle ils n'ont jamais lâché, jamais fait de compromis. La réponse que Christo faisait toujours quand on l'interrogeait sur le pourquoi de son œuvre, c'était que parce qu'il avait grandi justement dans un régime communiste et totalitaire, dont il avait dû s'évader véritablement en s'embarquant comme clandestin à bord d'un train à l'époque de Staline. Et ben c'était justement pour ça qu'il tenait autant à la liberté, et il a répondu une fois que s'il était né dans le Nebraska, il n'aurait jamais eu la carrière qu'il avait eue, eu cette œuvre. Et c'était vraiment la force directrice de son œuvre, et sans cette liberté, il n'aurait pas pu vivre. Thank you. Thank you. Merci à vous. Very good.